Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de regard sur le monde. Justement, dans ce monde aujourd'hui, on ne peut plus spéculer sur le rôle capital évident que joue l'enseignement supérieur dans les processus de développement de nos sociétés. L'université doit donc, par la qualité des contenus dispensés, contribuer à l'éradication des maux qui freinent l'essor du Gabon vers la félicité. Il faut donc la refonder comme on restaure toutes les autres institutions politiques à l'heure du comité pour la transition et la restauration des institutions. Cela revient explicitement à dire aussi que les temples du savoir, détenteurs de la science, doivent se conformer à l'exigence de célébrer le culte de transmission des compétences aux diplômés sur l'autel de l'adéquation formation-emploi. De cette équation se déclinent les prémices du profil du Gabonais qu'on veut former à l'université gabonaise et aussi les indices de la place que doit occuper la science dans le projet social du Gabon. Alors, voilà donc de quoi sera-t-il question tout au long de cette émission. Et pour en parler, justement, il n'y a pas meilleure figure pour débattre de cette question si ce n'est des chercheurs eux-mêmes de l'enseignement supérieur. Et donc, je reçois le docteur Georges Moussavou, chargé de recherche en sociologie des organisations et des institutions à l'IRCH, auteur de 3 ouvrages. Alors, justement, ici, docteur, très ravi de vous accueillir sur ce plateau. Et très Merci, Janice. rapidement, je vais donc présenter les ouvrages que vous avez publiés, Gouvernance des universités gabonaises, quels défis à relever pour leur performance. Performance. C'est le tout premier là. C'est le tout premier, oui. Ensuite, vous avez poursuivi la réflexion en écrivant organisation et système universitaire au Gabon, toujours dans l'optique de apporter, de restaurer, restructurer l'université et l'enseignement supérieur en Sérieux. fait. Vous avez également aussi commis l'ouvrage intitulé Pouvoir d'État, système d'enseignement supérieur et de recherche au Gabon. Ah ben, c'est très bien, ça c'est le fruit de votre réflexion. C'est le résultat effectivement d'une réflexion qui a commencé depuis longtemps, depuis l'année de licence, pour avoir travaillé sur la question de l'identité étudiante et qui m'a amené par la suite à questionner l'organisation et le fonctionnement de l'université gabonaise en passant par la thèse de doctorat et toutes les recherches qui continuent dans le cadre de ma profession de chercheur. D'accord. Donc, vous êtes sur ce plateau avec le professeur Joris Bertin Madebe, directeur de recherche à l'IRCH HDR. Ça veut dire qu'il est habilité à diriger les recherches de l'Université de Limoges. Absolument. Et Bonjour, donc, Chanice. eh ben, vous avez du parcours là. Oui, et surtout le grand plaisir d'être avec vous sur ce plateau pour essayer de débattre d'un objet qui fait effectivement, euh, dans l'exercice de nos fonctions de recherche, l'objet d'une préoccupation intense et intensive. Et j'espère que nous allons essayer d'apporter quelques lumières sur le plateau que vous avez justement organisé en convoquant mon collègue Georges et moi pour en débattre. Alors, alors, je suis vraiment ravie de convoquer sur ce plateau du cerveau, le savoir. Et parce que vous avez été lauréat de la Fondation Maison des sciences de l'homme de Paris pour vos travaux en sciences humaines et sociales. Vous êtes également, ça, le compteur m'aurait étonné, auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Gabon d'aujourd'hui et aussi pour une sémiotique des formes. Alors, je ne peux pas, la liste est tellement exhaustive que je ne peux pas tout citer ici. Mais les téléspectateurs doivent simplement retenir que j'ai affaire à un contractuel des librairies et autres bibliothèques. Oui, si vous voulez, euh, l'université dont on parlera, dont on donnera une définition précise, Ah oui, qui va éclairer justement la manière dont nous comprenons ce qu'elle est ou ce qu'elle devrait être, exige des postures sacrificielles qui sont les conséquences d'une production voulue de savoir et, euh, et surtout d'une volonté de comprendre ces savoirs. Et ça, je peux vous dire que euh, ça transforme l'homme, ça lui donne une certaine spiritualité, une certaine hauteur d'esprit,
Et c'est pour ça que les savoirs que nous produisons et les attitudes qui les accompagnent vous isolent de la société, peuvent vous faire paraître comme quelqu'un de différent, alors que vous êtes comme tous les autres hommes. En attendant même que vous impactez cette société pour aller de l'avant dans le sens le plus positif du terme. Alors, cela dit, nous allons suivre un petit document qui parle justement un peu de l'histoire, un peu de l'université gabonaise. Hein. Et donc, et puis après, on revient pour débattre de notre thème, à savoir place de la science dans le projet social du Gabon. Donc, professeur, docteur, si vous êtes prêts, je vous invite très honorablement à suivre ce document. D'accord? Le 12 août 1970, le Conseil des ministres, présidé par le président Albert Bernard Bongo, crée l'Université nationale du Gabon, qui devient l'Université Omar Bongo en 1978 sur une décision politique motivée par la grève des étudiants qui réclament sur le campus le paiement de leurs bourses. Une charte de sortie de crise est alors proposée au gouvernement avec une trêve de 3 ans. Ce bref rappel historique permet de comprendre que les crises récurrentes qui minent l'université gabonaise trouvent leur origine dans la conception même des institutions du savoir au Gabon. Une réalité qui met en évidence l'existence de contradictions au sein du système universitaire. Les crises chroniques révèlent des défaillances dans sa trajectoire. Il se fait donc sentir un besoin pressant de conduire une réflexion collective sur l'orientation à donner à l'enseignement supérieur et à la recherche. En dépit de quelques modestes réformes entreprises par le gouvernement, la réalité des crises qui ont la peau dure prouve à suffisance qu'au fil du temps, la gestion des institutions du savoir échappe au contrôle des composantes ou principaux acteurs, lesquels ont très souvent été à la solde du politique pour mieux écraser la connaissance. Toute chose qui transforme le temple censé projeter la lumière sur la cité en véritable lieu d'obscurantisme. Et finalement, l'université et tous les autres établissements supérieurs ainsi que les centres de recherche présentent aujourd'hui la configuration des champs de culture en haillons pilotés par l'indigence de la pensée. Qu'on soit responsable ou simple agent, on est omnibulé par le profit individuel. Nul amour de la sagesse au bénéfice de l'intérêt général. Les conditions de travail et d'accueil pour les enseignants et les étudiants sont devenues la croix et la bannière, décourageant ainsi ceux qui aspirent à intégrer ou à travailler dans les universités gabonaises. Le plus à déplorer est la recherche laissés dans les décombres totales, financés avec une portion congrue, alors que les nouvelles autorités de la transition prônent la restauration des institutions, il apparaît d'une extrême urgence que l'université, institution scientifique en chef, soit refondée afin de lui faire jouer son rôle capital dans les processus de développement harmonieux et durable du Gabon. Professeur, docteur, comment vous réagissez par rapport à ce petit bref rappel historique de la conception de l'université gabonaise? Je souhaite que mon Docteur, frère Georges intervienne en premier parce qu'il d'accord. en est à proprement dit le vrai spécialiste. Alors, monsieur le spécialiste, Ce que nous venons de regarder restitue parfaitement les problèmes qui caractérisent notre université depuis sa création, comme vous l'avez rappelé, en 1970. Mais allons-y au-delà de ces réalités, puisque aujourd'hui, quand on fait le bilan, on fait le point, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de temps, tout simplement parce qu'on n'a pas eu à repenser ou à changer de paradigme. Et ce qui serait nécessaire dans le cadre de la restauration aujourd'hui des institutions, c'est de changer le paradigme au niveau de l'État, au niveau des gouvernants, pour assainir ses relations avec l'institution universitaire, qui doit être comprise ici comme étant un outil d'aide à la décision politique, à la décision publique. Il est difficile de mener une action publique, de vouloir résoudre les problèmes de la société si vous ne vous entourez pas de la réflexion nécessaire, allant de bout en bout pour d'abord comprendre le problème, imaginer les solutions qui soient des solutions appropriées pour résoudre ces problèmes. Je peux prendre un exemple. Dans le cas de Libreville, nous avons des marchés anarchiques qui s'ouvrent à tout vent et dans tout espace.
comment pouvoir résoudre ce problème? Est-ce que c'est de déployer les forces de police pour chasser les commerçants? La nature ayant horreur du vide, ils reviennent et on pense qu'on va régler ce problème de cette façon. Non. Il faut étudier cette question qui consiste à intégrer que dans l'aménagement urbain, il va falloir prévoir des lieux de commerce de ce type. On peut spécialiser ces lieux. Tel endroit, on vendra du linge, tel endroit, on vendra des vivres alimentaires ou des vivres frais, à tel endroit, on vendra ceci, avec des espaces bien encadrés. C'est un exemple que je prends, mais qui ne peut être ici questionné que par ceux qui ont les outils de le faire. Et ceux qui ont les outils de le faire, c'est effectivement des chercheurs dans leur domaine, parce que ça implique plusieurs spécialités, plusieurs domaines de connaissances, et à partir de là, l'action publique qui va être menée va intégrer ces éléments et ce sera plus efficace. Donc l'université, quand on crée une université, il faut lui donner clairement des missions par rapport aux problèmes endogènes. La fabrication des élites, le contenu des savoirs que nous allons donner aux étudiants, ça doit être des savoirs qui permettent de résoudre les problèmes qui nous concernent, dans lesquels nous sommes happés, même si dans cette formation, on a besoin des théories déjà élaborées, mais ces théories doivent être contextualisées avec la production des savoirs endogènes. Voilà ce que je peux dire pour l'instant par rapport à ce que vous avez sorti comme document. Professeur? Oui, je crois que Georges a fait le tour de la question. Simplement, il faudrait ajouter, compléter sa réponse pour ne pas être, pour avoir quelque chose à dire. L'université n'est pas, au sens où nous l'entendons, une réalité au sens où nous l'expérimentons. Je dis bien au sens où nous l'expérimentons depuis 1970. N'est pas une réalité proprement africaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des universités en Afrique. C'est deux choses différentes. Si vous allez à Tombouctou, vous allez découvrir des universités africaines qui datent de l'époque, qui ont daté de l'époque classique. Nous en avons les archives. Bien sûr. Mais la structure de ces universités, leur organisation, répondait des problématiques africaines de l'époque, locales, dans l'interaction de l'Afrique avec les autres continents. Or, l'université, telle que nous l'expérimentons aujourd'hui, n'est pas de conception africaine, elle est de conception occidentale. Bien sûr. À quoi a servi l'université en Occident? Elle a servi à construire l'Occident. Bien sûr. Bien sûr. Les premières universités apparaissent à peu près au 5e siècle, à Constantinople. Et l'université de Bologne, qui est l'université qui a produit le modèle dont nous héritons, c'est-à-dire constitué autour des 4 principales formations que sont la médecine, les lettres et les langues, et le droit, avec le temps, c'est davantage spécialisé à cause, multiplié à cause de la spécialisation des savoirs. Le président de la République, Omar Bongo, paix à son âme, a bien fait justement de créer une université, puisque dans les années 70, nous étions à la recherche du développement. Bien sûr. La question est de savoir quelle est la nature de l'arrimage du concept avec la réalité gabonaise. Est-ce qu'à l'époque, nous nous sommes posé la question du développement au Gabon pour mieux outiller l'université, la penser, voire la repenser et produire des méthodologies existantes pour configurer le Gabon d'une façon qui soit conceptuelle et qui aide l'État à se projeter vers l'avenir? C'est une question que je pose pour qu'on comprenne ma question, et là je vais être un peu pédagogue. D'accord. Vous voyez que en 1970, à la date de la création du Gabon, la Corée, de l'université gabonaise, pardon, la Corée, qui est moins lotie que le Gabon, a des missionnaires au Gabon pour apprendre comment le Gabon se développe. Aujourd'hui, la Corée fait partie des grandes puissances du monde. Et le Gabon
a reculé. Je ne sais même pas si il existe d'un point de vue universitaire, ou je veux dire d'un point de vue métaphysique, c'est-à-dire s'il existe une pensée gabonaise dans le concept de l'université que nous avons hérité. Donc, si les Coréens, moi j'étais en Corée, j'ai observé la Corée, j'étais à Séoul, j'étais invité par l'Association mondiale de littérature comparée. J'en ai profité pour comprendre le modèle coréen. Donc, la Corée, qui n'a aucune ressource première, a fait ce que Georges a dit. Elle a investigué à l'échelle planétaire et a compris que son axe de développement, c'est le futur, et il faut qu'elle se spécialise dans les nanotechnologies. Aujourd'hui, il n'y a aucune pièce automobile, aucune pièce de téléphonie mobile ou de tout appareil électronique où n'existe un produit coréen. Donc, la Corée n'a pas de pétrole, mais c'est une très grande puissance. À partir de ce moment, on voit très bien le rôle pilote de l'université dans le développement d'un pays, dans la façon dont le pays doit se penser en termes scientifiques, en termes d'accompagnement des politiques, en termes de choix stratégiques. Et l'université, dans ce sens, forme donc l'élite qui doit accompagner l'État et non pas l'élite qui s'oppose à l'État. Or, nous avons créé l'université dans cette logique adversative créée par le mouvement des années 1968 en France et surtout, comme le dit Georges dans son très beau livre, par la FEIANF. Et cette conception, l'opposition à l'État, en fait, c'est au niveau des gouvernants, c'est-à-dire qui pensent que comme l'université est un lieu de réflexion, d'analyse, de critique, de lumière, de production de lumière, mais on ne peut produire la lumière que dans la critique, dans l'analyse et dans la réflexion, qui pensent que l'université ici s'oppose à lui, alors que ça doit être un outil parce que la gouvernance de l'État, pour que l'État devienne puissant dans le sens où il sert la nation et construit une société, a besoin de cette université pour évoluer dans le concert des nations face aux autres pays qui, effectivement, s'inscrivent dans des rapports de force. Absolument. Pour tenir dans les rapports de force, il faut produire des intelligences qui soient en réalité des guerriers dans ces domaines-là et qui vont se battre pour leur terroir, pour leur territoire, à savoir le Gabon, et faire en sorte que le Gabon soit debout. Alors, cela m'amène à vous poser la question de savoir, puisque l'université, dans sa conception originale, très, très, très embryonnaire, primaire, a été vue sous l'angle, j'ai envie de dire, l'angle adversif de l'État. Est-ce que cela n'est pas dû aussi au fait que les gouvernants, les dirigeants, les leaders politiques, eux aussi, n'ont pas cette capacité justement d'intégrer l'université dans leur vision? Le niveau des gouvernants aussi est important là, dans cette affaire-là. Parce que si nous donnons un peu de responsabilité à un responsable, excusez-moi, qui n'a pas dépassé le CP1, comment voulez-vous qu'il comprenne quelque chose à l'université? Alors, si vous me permettez de répondre à votre question, je vais commencer par la décentrer. Moi, je suis sémioticien, il faut qu'on comprenne bien ce que ça veut dire. La sémiotique, c'est une science qui s'intéresse beaucoup au discours dans ce que les discours disent d'eux-mêmes, c'est-à-dire ce qui est caché derrière les discours et auquel on ne peut avoir accès qu'en interrogeant ce caché-là. Le non-dit. Le non-dit, disons ça comme cela. Donc, votre question est intéressante, mais si j'essaie d'y répondre en qualité de sémioticien, donc en interrogeant les structures de la pertinence de votre question, je dirais ceci. Le Gabon est un État post-colonial. Donc, un État post-colonial est réglé pour jouer le rôle de la post-colonie qu'on lui a définie. Bien sûr. Donc, ça veut dire que l'université dont nous venons de parler, qui est un modèle de pertinence universelle, pas que gabonaise, universelle,
on comprend les universités au sens classique que nous entendons, c'est-à-dire par exemple l'université Omar Bongo, l'université de Masuku, etc. Avec ses facultés. Et avec ses facultés, mais intègre la recherche fondamentale et appliquée. Et cette recherche peut se faire dans le cadre des gens qui ont une profession exactement liée à la recherche ou dans le cadre des enseignements à l'université qui méritent ou qui nécessitent l'amélioration des connaissances. Ça, c'est le modèle universel de l'université. Mais dans le contexte de la post-colonie, comme le documentaire l'a montré, l'université est conçue comme un lieu, un espace des acteurs qui doivent répondre, n'est-ce pas, de la dépendance politique, alors que, universellement, l'université a besoin de l'autonomie mentale, psychique, sociale, anthropologique, de ces financières. Je voudrais d'abord insister sur l'aspect humain, indépendamment de l'institution, de ces acteurs. Parce que si vous êtes enseignant-chercheur, ou si vous êtes chercheur, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous n'avez pas de bureau, vous ne faites rien, vous êtes quelqu'un d'indigent pour votre pays qui va vous payer improductif. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, au Gabon, les gens qui ont essayé de construire leur carrière universitaire l'ont fait par leurs propres moyens, pas par les moyens mis par l'État. Donc, vous voyez que dans cette psychologie, il est vraiment difficile que quelqu'un qui s'est élevé au niveau mondial puisse se mettre vraiment à la mainmise des gens qui le combattent pour le rendre régressif. Vous ramener vers le bas. Vous ramener vers le bas. C'était fait exprès, ça aussi, par le politique. Non, à mon avis, c'est un problème structurel qui est lié à la post-colonie. Et donc, je reviens à cette question de la post-colonie. Donc, le Gabon, c'est comme une maison. C'est-à-dire que nous avons tous loué des maisons. Vous avez un propriétaire, n'est-ce pas? Un propriétaire qui a conçu sa maison, organisé ses chambres, etc., etc. Et vous, quand vous venez, vous avez deux possibilités. Première possibilité, soit la maison est neuve. Et donc, vous occupez la maison en prenant la responsabilité de la garder de façon aussi intrinsèque que l'a conçu son propriétaire. En ce moment, des informations sur votre personnalité vont se dégager. Rigoureuse ou non rigoureuse, etc., etc. Si vous êtes rigoureuse, la maison fera 2 ans, 3 ans en bon état. Si vous êtes indiscipliné, le 6e mois, il y aura des tâches partout, etc., etc. Mais sur le plan sémiotique, et c'est ça qui est intéressant, ou de la production des comportements, ou de la mentalité, vous aurez exactement le même jour, les mêmes heures, coupure d'ECG ou pas, dans votre maison parce que vous en avez la connaissance mécanique, intuitive, réflexive et intellectuelle. Si vous partez de cette maison, quelqu'un d'autre vient dans votre maison, il va avoir le même comportement que vous. Parce que la maison lui aura imposé, de par son organisation, de sa structure, etc., ce même comportement. C'est établi. C'est là. Donc, l'état postcolonial, c'est cela. On s'adapte. Les politiques sont dans cet état et ils ne comprennent pas qu'il y a une logique structurelle entre l'organisation de l'État, la déficience de l'université et les rapports adversatifs entre les enseignants, les chercheurs et l'université. Or, la question fondamentale, c'est qu'ils doivent, comme disait Georges, ils doivent se dire comment se mettre ensemble pour définir le Gabon et avoir une feuille de route, comme ça s'est passé en Corée, et que en combien d'années, quel programme, la question démographique dans l'organisation de l'université, elle est importante. Bien sûr. Quel type de chercheurs on doit avoir pour faire quoi et quel type de Gabonais on veut former. Quel type de Gabonais on veut former. Quel type de développement voudrons-nous avoir au Gabon. Etc. Donc, on s'assoit, on accouche ça dans un cadre où on redéfinit la cosmologie par notre capacité à transcender ces structures et surtout peut-être même à les modifier, même si les murs sont identiques. À les adapter aux réalités locales. À la façon dont nous allons nous comporter dans notre propre maison. Bien sûr. Donc, en faisant en sorte que voilà, Georges ne soit plus mon ennemi, et je l'en remercie d'ailleurs, c'est lui qui est là, au grand jour, il m'a dit, viens, et ça c'est un comportement d'universitaire. Dans toutes ces explications que vous donnez là,
on comprend que finalement, l'homme politique n'a véritablement pas conscience de ce qu'il veut réellement faire du Gabon. Ou alors, il n'a pas encore réussi à intégrer l'idée de forger ce qu'il reçoit comme héritage ailleurs concernant la définition même de l'université, ses missions en arrimage avec le projet social du Gabon. Qu'en pensez-vous? Ai-je raison ou pas? Bon, effectivement, mais aujourd'hui, on peut l'en excuser. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas les outils, et vous-même vous avez dit, par exemple, dans la construction de l'État, si vous prenez quelqu'un qui n'a pas le CP1 et que vous le mettez à une responsabilité qui demande quand même un certain profil, Bien vous sûr, avez le résultat que bien vous sûr. avez. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut aussi les en excuser parce que c'est vrai qu'il y a eu cette volonté manifeste de dire il nous faut des structures de formation, il nous faut une université, on crée notre université. Mais aujourd'hui, plus de 50 ans après, et nous avons perdu beaucoup de temps, Bien sûr. il va falloir aujourd'hui appeler ces universitaires, ces chercheurs, pour accompagner l'État, pour accompagner les politiques, pour qu'on définisse les objectifs de façon claire, la méthode et comment nous devons mettre cela en œuvre. À cette époque, il n'y avait pas encore beaucoup de Gabonais formés à ce niveau-là. Bien sûr. Il y avait Et pas assez d'ailleurs, de les cadres. processus de recrutement au sein de l'université, il n'y a jamais eu d'appel à candidature. Donc, on vous voit passer, je le dis comme ça, ah, tiens, tu as terminé ta thèse en France, oui, mais on a besoin de toi, il faut que tu viennes à l'université. Mais on va à l'université, on va dans la recherche scientifique, d'abord parce qu'on a la volonté d'y aller. Et intégrer que ce n'est pas parce qu'on a fait une thèse de doctorat qu'on est chercheur Bien ou qu'on est sûr, enseignant bien d'université. Ce sont des métiers qui s'apprennent dans la pratique. Le métier de chercheur, comme celui d'enseignant-chercheur, ce sont des métiers difficiles. Ce sont des métiers qui demandent un certain engagement, des Des sacrifices sacrifices énormes. énormes Oui. et qui demandent effectivement un certain nombre de soutiens parce que exerçant dans des structures publiques qui relèvent de la puissance de l'État et l'État sachant où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il veut aller, quel type de Gabonais il veut former, il met ces moyens-là pour répondre à ces exigences, comme le disait tout à l'heure Joris Bertin. Donc là, nous sommes dans un autre contexte, un contexte qui est un contexte approprié pour discuter de ces questions de façon Pour poser libre, clairement les problèmes, voilà, les de façon libre problématiques. et de façon Voilà. sereine. Et je crois qu'il faut saluer ce type d'émission parce que là, on peut échanger véritablement en essayant d'élever le débat. Non pas en s'inscrivant dans une théorie qui serait inaccessible, mais Bien sûr. il s'agit ici de penser, Oui. d'élaborer un système de pensée, une vision et pour voir comment on règle nos problèmes. Alors, justement, comment on... Oui, Je veux, oui, permettez-moi. d'accord, allez-y d'abord. Donc, j'ai mis en place une théorie de l'invisibilité. C'est quoi la théorie de l'invisibilité? Ben, c'est la théorie qui peut comprendre la déficience de l'État postcolonial. D'accord. Bien. L'État postcolonial est un État au service du colonisateur. Dans le cas de notre pays, nous subissons toutes les extraversions possibles. Bien sûr. Extraversion économique, extraversion culturelle, extraversion anthropologique, puisque nous nous habillons maintenant comme les Blancs, etc., etc. Même au niveau d'un certain nombre de pratiques anthropologiques, nous voulons nous internationaliser, etc. Vous voyez à quoi je veux faire référence. Donc, toutes ces extraversions, Y compris même médical. y compris même médical, le Covid. avec On nous a dit qu'on va tous mourir en voilà. Afrique. Donc, toutes ces extraversions sont le résultat d'une théorie de l'invisibilisation des savoirs locaux. Parce que vous ne pouvez pas construire une université qui théorise des réalités qui ne sont pas en phase avec ses propres réalités. Extérieur. Donc, il y a une question très simple. Et là, je voudrais m'adresser vraiment aux politiques. Oui. 60 ans d'indépendance. Nous ne savons rien fabriquer de par l'initiative gabonaise. Nous ne maîtrisons aucun process. Au CNRS, donc au Centre national de recherche Vous avez scientifique. un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bon, je vais vous dire, j'apprécie votre relance. Mais, voyez,
c'est quoi la fin? C'est du transfert des technologies. Nous, 64 ans après les indépendances, nous en sommes à attendre les technologies d'ailleurs Les transferts. pour pouvoir imaginer notre développement. Ça, c'est dans quel pays, ça? Les Américains n'ont pas attendu le transfert de technologies françaises. Les Français n'attendent pas le transfert de technologies allemandes. Les Allemands n'attendent pas le transfert de technologies anglaises. Comme disait Georges, les nations sont dans un système... La Corée, la Chine. La Corée, la Chine. Les nations sont dans un système de compétitivité mondiale où Accéléré, où celui qui maîtrise ses matières premières, son économie, sa démographie, sa capacité à comprendre ce qu'il est et ce qu'il veut être, et à transcender. Et à transcender. Et justement, la transcendance, c'est par là. C'est l'université qui l'a produit. C'est l'université qui l'a produit. Donc, vous voyez, cette théorie de l'invisibilisation par l'usage des savoirs, des pratiques, d'ailleurs, qui est imposée aux Gabonais, parce qu'on a pensé l'université comme un espace éducatif. C'est ça qui rend notre État contre-performant. Bien sûr, donc, bien sûr. Il est important donc que l'État comprenne. Je vais prendre un exemple pour terminer sur cette question parce que je voulais rebondir sur la visibilisation. Nous sommes au CNRS. Si on mettait les chercheurs gabonais en instance de travailler sur comment on peut produire des produits gabonais qui vont faire enrichir le Gabon en plus du pétrole ou du manganèse, etc., etc. La diversification de l'économie. La diversification. Donc, en ce moment, on va chercher dans nos traditions, nos savoir-faire, nos technologies traditionnelles, on les fait évoluer. Dans le cadre, par exemple, de la production de vin de palme, ou de vin de canne, on peut imaginer du champagne gabonais, on peut imaginer des spiritueux gabonais, et qu'on mette aux normes internationales. En ce moment, nous allons produire suffisamment et quantité de variétés de spiritueux à partir de vin de canne à sucre que nous allons vendre au Japon, aux États-Unis, etc., etc., parce que nous avons mis notre système universitaire, pas l'UOB, l'UOB c'est l'espace, on parle de l'université en tant que métaphysique, en tant que lieu de production de connaissances, parce que nous avons élevé notre niveau universitaire aux normes scientifiques, aux standards internationaux, pour accompagner l'État dans la productivité de l'élitisme, de la richesse économique, de la richesse culturelle, etc., etc. Le processus de développement. C'est ça le processus de développement. Donc, vous ne pouvez pas avoir un pays où les gens continuent à croire aux fétiches et vouloir vous développer. C'est contradictoire sur le plan épistémologique. Bien sûr. Bien sûr. Parce que qui dit fétiche, le fétiche est anti-raison. Non, il a sa raison dont on peut tirer science pour construire un développement, mais cette raison, il faut la rendre compatible à la raison universelle. Il faut essayer d'en comprendre les structures. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez dans l'industrie cybernétique le concept de l'hologramme. Donc, l'hologramme, c'est quoi? C'est la téléportation des individus. Donc, moi, je peux être ici au Gabon, nous pouvons être là en train de tourner cette émission et les gens suivent aux États-Unis cette émission comme si nous y étions. Exact. Mais cela répond à un certain nombre de conditionnalités scientifiques et qui sont aussi des paramètres qui maîtrisent les lois physiques. Mais la sorcellerie, c'est ça. Donc, pour y avoir accès, il faut que nous en ayons connaissance. Si elle devient toujours systématiquement cachotière, nous ne pouvons pas la maîtriser et comprendre comment les gens peuvent partir de Libreville aux États-Unis et revenir en moins de 30 jours, en pleine nuit. Donc, c'est ça la recherche. Et je termine vraiment par là. Si nous parvenons à maîtriser et à comprendre ce que nous faisons dans cette sorcellerie, nous allons créer un bug avec l'Occident. Parce qu'en ce moment, nous allons laisser leurs sciences qui sont classiques et nous allons basculer dans les nôtres qui nous auront enfin permis de comprendre notre monde et de le mettre, notre monde et de notre culture, notre anthropologie, notre psychologie et de les mettre en phase avec ce que nous sommes, avec la science, pour produire un environnement qui est conforme à nos identités. Et c'est ça le rôle de l'université. Cette fois-ci, l'université UOB, l'université CNRS, l'université USTM, l'université USS. N'oublions pas que dans cette université gabonaise, les universités privées doivent participer de la problématique de l'état de l'université.
pas dans la logique d'apothicaire dans lesquelles les gens se sont positionnés pour affaiblir l'UEB, parce que l'UEB est un marché des étudiants dont il faut extraire quelques étudiants pour générer, pour générer de la finance publique au niveau de l'université. Donc ce modèle, c'est ce modèle qui nous tue. Et c'est pour ça que l'État, le politique est interpellé. Les dirigeants, les gouvernants sont interpellés. Bon, nous parlons comme des universitaires librement. Bien sûr. Moi, je n'ai aucune contrainte politique. Donc, je parle comme je m'exprime et les gens savent que je m'exprime comme ça. Regard sur le monde est un plateau où on parle librement parce que le président de la transition, le général Brice-Clotaire Oligui Nguema, demande qu'on parle librement, mais à condition de dire vrai. Nous y sommes, en tout cas. Oui, nous y sommes. Et c'est la raison pour laquelle je convoque le savoir sur ce plateau. Les élites, vous êtes des sommités. Oui. Alors, donc, maintenant, je pense que là, vous avez pratiquement embrayé sur la définition de l'université et même comment on sort un peu de cet héritage colonial qui bloque les processus de développement scientifique et par voie de conséquences économiques et sociales et culturelles du Gabon. Alors maintenant, nous sommes à l'heure du CTRI. D'accord? Et l'université est moi, je considère que l'université est l'institution au-dessus de toutes les autres institutions. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, c'est ce que je considère parce que c'est l'université. L'université, c'est le creuset du savoir qui pilote le développement d'un pays. C'est la boîte à idées, la boîte à propositions. Donc, pour moi, c'est l'institution au-dessus de toutes les institutions. Maintenant, la restaurer, je reprécise simplement, hein, vous avez déjà pratiquement donné beaucoup d'éléments, mais je reprécise simplement, la restaurer à l'heure de la transition. Ça veut dire quoi? Parce que l'émission, c'est quoi? Comment redresser le Gabon dans le calendrier de la transition, la place de la science dans le projet du Gabon? Ça revient, ça renvoie à quoi? Bien, je vais commencer par y répondre. Certainement que Joris aura beaucoup de choses à dire également. Il faut d'abord noter que tout le processus que nous avons traversé depuis notre indépendance, j'allais dire indépendance juridique, nous a structurés à partir d'un certain nombre de valeurs, de pratiques qui font que le Gabon soit ce qu'il est aujourd'hui. Ce que le Gabon est aujourd'hui, c'est ce que l'est ici, puisque aujourd'hui l'école n'est plus le seul lieu d'éducation et de socialisation. Les médias, avec une certaine organisation, comme vous le faites, c'est-à-dire vous fouillez d'abord, vous travaillez avec vos invités pour savoir comment nous allons aborder ces questions. Donc, quand vous arrivez, vous avez un certain nombre d'informations sur lesquelles nous allons discuter. Donc, vous ne découvrez pas ces informations là pendant l'échange, mais vous avez fouillé et vous conduisez votre émission par rapport à ce que vous avez déjà comme information et nous allons dans ce sens-là pour éclairer, pour éduquer, pour participer à cette construction de l'humain. La question, elle est fondamentale. C'est celle de l'homme, parce que sans l'homme, la nation n'est rien. Bien sûr. Or, dans la logique postcoloniale dans laquelle nous vivons l'éclatement de l'homme gabonais, du fait de la conséquence de l'invisibilisation du Gabon de nos parents. Bien sûr. Donc, de nos ancêtres. Donc, nos ancêtres vivaient d'une certaine manière. Le colon est venu, il vous a expliqué que ces manières sont des manières de sauvages. Bien sûr. Vous avez jeté les manières, vous avez créé l'UEB sans eau. On a créé l'UEB sans tenir compte des principes universels de l'université et de la capacité de ces principes à réinterroger ce qu'on a considéré comme primitif et sauvage dans la définition de l'humain gabonais et de la valorisation gabonaise de la conscience historique, de la conscience politique, de la conscience imaginaire, etc., etc. La conséquence, c'est quoi concrètement en 2024? Eh bien, vous avez des sujets qui sont atomisés. Oui. Et le Gabonais, aujourd'hui, quelle que soit l'échelle où vous l'appelez, c'est un être, d'un point de vue de la psychiatrie, qui est malade. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas une unité temporelle, physique, imaginaire, cohérente
dans 24 heures. Oui. Ouais. Quand j'étais étudiant, j'étais frappé, quand je suis arrivé au Gabon, de voir que les compatriotes, quel que soit le niveau d'échelle où je les fréquentais, avaient la capacité, sur le plan symbolique, d'accepter, n'est-ce pas, de recevoir de Georges, par exemple, 50 000 en lui conférant un certain nombre de choses dont Georges a besoin, quitte à se faire couper le bras. Il se fera couper le bras. Demain ou le soir, quelqu'un lui dira, mais non, j'ai 200 000, coupe-toi l'autre bras et puis dis-moi ce que Georges va te dire. On va lui couper le bras. Donc, ces mutilations, nous les avons incorporées comme une identité. Mutilation intellectuelle et psychologique. Symbolique, voilà. Ça, vous ne faites pas des citoyens avec ça. Ce n'est pas possible. Il faut soigner ça. Il faut penser. Il faut repenser cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a atomisé nos sociétés traditionnelles. Oui. Les sociétés Fan traditionnelles, les sociétés Pounou traditionnelles, les sociétés Gissir, on a atomisé nos religions. Bon, conséquence de cela, le Gabon de nos parents est invisible parce qu'il ne nous permet plus de nous voir comme nous étions. Absolument. Alors, donc, moi, je vais vous dire une chose qui m'a frappé en tant que chercheur quand je suis rentré de France en 2005. J'ai fait le tronçon Libreville-Fougamau. J'étais surpris de voir qu'il y avait des Fans qui habitaient des villages Pounou où ils étaient chefs de village dans cette région. Ensuite, j'ai essayé de comprendre pourquoi cette mixité sociale, culturelle et anthropologique. C'est une anthropologue anglaise qui m'a permis de comprendre. Parce que dans cette région, Fan et Pounou s'étaient entendus à un tel point où les mariages. Or, il est arrivé un autre anthropologue d'une nationalité française, Lupérois, qui explique aux autorités gabonaises que les Fans sont dangereux, les Pounous sont des vantards, etc., etc. Oui. Et toutes les indépendances, nous avons passé à nous quereller sur des concepts qui n'ont aucun sens. C'est un bel héritage. Et pour le développement du Gabon, et pour la sociabilité des Gabonais, et pour la cohérence nationale. On a même fabriqué des concepts unité nationale. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons produit, par le jeu de la post-colonie, et donc de la colonialité, des catégories qui nous ont régressé en croyant nous développer. Donc, à l'heure de la transition, il me semble nécessaire de faire un bilan de ce qu'est le Gabon, un bilan humain, un bilan de l'administration, comment on a travaillé, etc., etc. Je vais citer le professeur Véondo parce que c'est un grand homme. Il a produit des très bons livres et très bons ouvrages et il participe toujours aux colloques que nous organisons, etc. Donc c'est un grand homme, un grand philosophe international, un bon grand frère, etc., etc., parce qu'il est toujours là pour accompagner l'effort des jeunes qui essaient de penser. Pour orienter. Pour orienter. Encadrer. Et dans la bonne direction. Et dans la bonne direction. Donc, le professeur Bondo, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit une chose. Quand vous prenez les salaires des Gabonais, les bulletins de paie des Gabonais, vous allez voir les impôts que les colons payaient à l'État, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons toujours aujourd'hui, dans vos bulletins de paie, dans son bulletin de paie, dans le mien, un imaginaire de l'État colonial qui continue d'agir dans la post-colonie gabonaise. Ça veut dire quoi? D'un point de vue structurel, que l'État doit se repenser. Repenser sur le plan juridique pour mettre la Constitution en phase avec notre culture. Bien sûr. Avec nos pratiques de faire. Donc, et nos manières de voir. Chez nous, quand le voisin a un problème, on n'amène pas au tribunal le mettre en prison ou faire ceci ou faire cela. On essaie de voir l'aîné, le grand frère, etc. Maintenant, quand tout le process est terminé, on peut aller là-bas. Et c'est même plus violent parce que le tribunal chez nous, c'est la soirée où tous les sorciers du village se réunissent pour tomber d'accord sur le fait qu'il faut l'éliminer. On vous élimine parce que vous déstructurez l'harmonie sociale, ce qu'on appelle en anthropologie l'homéostasie de la société. Donc, si nous arrivons à une conception structurelle de l'État postcolonial,
gabonais et que nous comprenions ces mécanismes, comment ces mécanismes ralentissent notre propre volonté de développement, nous aurons déjà associé dans notre démarche la vision universitaire de l'université au sens mondial et de sa capacité à adapter l'État à son propre besoin de développement, c'est-à-dire l'État, ses composantes sociales, politiques, etc., etc. Donc, la transition a un grand travail parce qu'elle ne peut pas se projeter dans l'avenir sans éluder cette problématique. Sans régler l'équation de base. Sans régler l'équation de base. Et cette équation de base intègre toutes les dimensions que je viens de développer. Bien sûr. Une fois que nous aurons bien compris, chacun en ce qui concerne l'élément, on peut enfin mettre en place l'algorithme qui tient tout cela en une machine cohérente. Exactement comment fonctionnent nos ordinateurs, nos téléphones, etc., etc. Mais c'est un travail qui demande les intellectuels, les universitaires, les chercheurs. Autant on doit le faire en médecine, autant on doit le faire en mécanique, autant, etc., etc. Et aller au village chercher les chercheurs, les gardiens du temple, bien entendu, qui sont au village. Bien entendu. Oui, ce sont eux qui sont dépositaires de la vraie richesse ancestrale. Parce que, comme je viens de le dire, l'université, telle qu'elle est pensée universellement, n'a pas des axiologies, c'est des valeurs qui séparent les uns des autres. L'université, c'est de poser la question, est-ce que ça fait sens? Elle trouve des réponses à si les moyens de réflexion dont elle dispose le lui permettent. Si les moyens de réflexion dont elle dispose ne lui permettent pas, alors on réfléchit sur les moyens de réflexion pour qu'elle puisse arriver au stade où elle permet de répondre à la question préjudicielle. Donc, dans ce débat-là, si nous ne lèvons pas nos structures universitaires, leurs laboratoires, et nous continuons toujours à imaginer la science occidentale dans le legs que l'Occident nous a donné, nous allons toujours nous produire 60 ans après à réaliser des débats comme ceci. Et là, c'est un aspect sur lequel on n'a pas véritablement insisté parce que la perception qu'on a de l'université, on pense que bon, c'est des jeunes qu'il faut envoyer pour aller se faire former. Conception un peu lycéenne, école, voilà. Mais primaire, je voulais ce dire qui primaire. fait l'université, c'est la recherche scientifique. Bien sûr. C'est la recherche scientifique. C'est à partir de la recherche scientifique que nous allons générer les produits, c'est-à-dire des personnes, des intelligences qui vont être au service de leur territoire, comme je disais, qui seront des guerriers pour travailler pour l'intérêt collectif, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. C'est la recherche scientifique. Une université sans recherche scientifique, sans structure de recherche, sans laboratoire de recherche dynamique qui produisent des savoirs, ne peut pas s'élever. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller dispenser des savoirs venus d'ailleurs, de les mettre dans les cerveaux de ces jeunes, et quand ils intègrent l'administration publique ou le secteur privé, en fait, ils raisonnent avec un cerveau extraverti. Alors que là où ils sont, ils doivent être à même de résoudre les problèmes auxquels la structure est confrontée, auxquels ils sont confrontés. D'accord. Donc, si vous me permettez, je veux dire quelque chose d'essentiel parce que ce que dit Georges est important. Une fois qu'on a compris cela, l'université devient ce qu'on dit dans notre science à nous, un terminus ab quem, c'est-à-dire le terminus qu'on poursuit pour aboutir à quelque chose de précis. En ce moment, si c'est le cas, eh bien, le pré-primaire, le primaire, le lycée, exactement, se reparamètre par rapport à l'université, qui lui-même paramétré par rapport à ce que l'État a défini de son identité. Donc, ça veut dire qu'on doit inverser l'ordre de priorité. Le politique ne doit pas primer toujours alors même qu'il est dépourvu d'outils pour comprendre réellement les missions assignées à l'université pour qu'elle soit au service de la construction de la nation, du développement d'un État. Et donc, c'est plutôt le chercheur, l'universitaire qui doit primer parce que c'est lui qui apporte la lumière. On doit changer. On doit changer l'ordre de priorité. L'État postcolonial est un produit de l'Élysée.
fabriqué par Jacques Foccart Oui. pour Ouais. opposer les Africains entre eux et préserver les intérêts de Français. nos ancêtres gaulois. Pour étouffer Non, préserver Ouais, les l'intérêt. intérêts de Non, nos je veux ancêtres dire, gaulois. il faut étouffer le savoir africain. Non, Il ne mais faut pas ça, permettre. c'est réussi. Parce que vous n'avez pas... Quand vous rendez les gens indépendants Oui. et que vous avez décidé de ne plus les mettre en esclavage, il y a une façon plus intelligente Bien sûr. de les maintenir en esclavage. Oui. Vous leur demandez de construire des écoles dans lesquelles vous ne mettez rien. D'accord. Et c'est le cas de l'État postcolonial. Et donc, tout ce que nous faisons, c'est de nous battre sur le rien. Les politiques ne sont responsables de ce qui se passe que parce que le colon a décidé que c'est eux qui sont aux affaires. Vous auriez été aux affaires. Vous auriez fait exactement la même chose. D'accord. Donc, le problème, c'est que une fois qu'on est aux affaires, comment on perçoit ce que nous faisons par rapport à ce que nous voulons être, par rapport à notre pays? C'est la question que nous sommes en train d'interroger. Donc, à partir de ce moment, si nous avons une conscience sémiotique de notre identité, de ce que nous sommes, eh bien, nous essayons d'opposer les catégories, c'est-à-dire opposer le blanc au noir, le pounou au fan, le fan au miennex. Tout ça, ça n'a aucun sens. Parce que ce qui est censé, c'est de dire, bon, nous avons une université, comment on va créer de la cohérence pour que le Gabon soit performant? En ce moment, la donnée anthropologique devient une donnée essentielle dans les termes développés par Georges. Donc, donnée anthropologique, ça veut dire quoi? La place de l'homme comme une place centrale. Bien sûr. Voilà. Et là, on est presque on est à la fin de cette émission. Je voudrais revenir rapidement sur les composants de l'université, les principaux acteurs. On n'a pas beaucoup insisté sur comment doivent-ils fonctionner ensemble, dont les enseignants, les étudiants. Rapidement. L'université est une instance autonome. Toutes les universités au monde ont acquis aujourd'hui une certaine autonomie. Et celles qui sont extra développées, comme aux États-Unis par exemple, ou comme en France par exemple, sont en train de se regrouper pour augmenter leur capital financier afin de soutenir, 1, les enseignements, 2, les chercheurs, 3, la recherche, 4, les identités de ces universités. Parce que comme vous le savez, les universités sont soumises à des évaluations. On appelle ça les rankings. Oui. Donc, si vous n'avez pas une politique perspectiviste, vous serez toujours millième, centième, presque inexistant. Donc, il s'agit, à partir de cette autonomie, de penser un concept de l'université qui soit universellement pertinent et, plus encore, plus pertinent pour le Gabon et son développement, c'est-à-dire le développement des Gabonais en termes de développement humain, en termes de développement économique, matériel, etc. Voilà. Donc, il y a une définition gabonaise du développement qui tienne compte du passé, du présent et de l'avenir. Et une fois qu'on a fait cela, on renvoie cela à l'université en vous disant, puisque vous êtes autonome, voici ce que nous, responsables de l'État, nous vous proposons comme modèle. Est-ce que c'est juste pour vous? Non. Si ce n'est pas juste, on améliore. Mais une fois qu'on a amélioré, on dit, bah, écoutez, les chercheurs, les universités privées, les universités publiques, voici l'écosystème qu'on a créé pour faire du Gabon dans 5 ans ce que nous souhaitons. La planification. Voilà. Si nous nous départissons de ces démarches et de ces méthodologies, je crois que nous allons aller de coup d'État en coup d'État. Et là, ce n'est plus bon parce que c'est le signe typique de ce que Samuel Mbadinga aurait appelé la régression psychologique. Voilà. Écoutez, professeur, docteur, je pense que j'ai eu raison de convoquer le savoir sur ce plateau de regard sur le monde et que je vais davantage convoquer le savoir pour projeter la lumière dans la société. Vous comprenez? C'est ce que faisaient nos aïeux au village, absolument, au corps de garde, n'est-ce pas? Et je crois que les Gabonais qui vous suivent ce soir aussi en sont ravis. En tout cas, merci d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. On se retrouve donc mardi prochain à 21h. Mais déjà, n'oubliez pas, demain, mercredi, 10h, rediffusion de cette émission. Au revoir.